Vers cette édition du soir de la télévision Bonferré. Le Niger peut-il tirer profit de ce contexte actuel de nouvel ordre mondial? Plusieurs observateurs de la scène politique nationale recommandent de prendre au Niger de ne pas rater le train qui est en marche. N'est-ce pas, Sidi Kouarouna? Le Niger est-il en marche de la marche actuelle du monde? Marche actuelle se traduisant par la construction en cours de nouvel ordre mondial. Pour nombre d'observateurs, la situation actuelle du pays du Niger, du vassal de la France, ne lui permet pas de tirer profit de ce nouvel ordre mondial. Un certain nombre de pays comme le Mali et le Burkina, vous l'avez dit, sont en train de s'affirmer dans ce nouveau monde où tout est concurrentiel, où tout est compétitif. Mais malheureusement pour notre pays, qui continue à être un pays vassal de l'ancienne colonie, la France continue à pousser la voiture, comme on le dit dans notre jargon. Ça veut dire que nous ne pouvons plus nous affirmer sans la France. Nous aidons la France à s'affirmer à notre détriment. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons décider d'aucune chose sans l'aval de la puissance coloniale. Nous ne pouvons dire oui ou non sans pour autant avoir l'avis des autorités françaises. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est juste pour plaire à la puissance coloniale. Ils nous ont imposé une guerre, nous sommes de leur côté. Ils continuent à exploiter nos ressources, nous sommes de leur côté. Ils continuent à nous imposer une politique propre à eux, nous sommes de leur côté. Dis-moi, jusque-là, nulle part on a vu le Niger se prononcer par rapport à la situation mondiale, par exemple par rapport à la guerre en Ukraine. Le Niger ne peut pas se prononcer contre la décision française. Pour El Hadji Idi Abdou, particulièrement sur le plan sécuritaire, le Niger doit changer d'option car l'option actuelle n'est pas fonctionnelle. Pour sa part, Michael Zodi, le coordinateur du mouvement Tournons la page, estime que l'indépendance et la souveraineté seuls permettent au Niger de s'en sortir. Aujourd'hui, le combat qu'il faudrait mener, d'abord, il faut s'imposer au niveau national, créer un système de démocratie propre à nous, où c'est au peuple de choisir les dirigeants qu'il faut à la place qu'il faut. Et c'est ça que nous voulons, et c'est ce que nous voulons. Et dès que nous aurons ces genres de dirigeants souciés du devenir de leur pays, jaloux de l'indépendance de leur pays et jaloux de leur souveraineté, la monnaie va tomber comme, je ne sais même pas, la monnaie va tomber et toute cette question d'indépendance et autres là vont tomber et nous serons souverains et nous serons les seuls guides de notre pays, de la destinée de notre pays. Et c'est ça, c'est ce combat qu'il faudrait mener à l'interne même pour qu'il n'y ait plus des valets locaux qui sont là en train d'empêcher à ce que nos pays puissent décoller et que nos pays continuent à servir effectivement la puissance coloniale. Parce qu'ils pensent aujourd'hui, nous partageons la langue, le français, déjà c'est un acquis. Donc je ne vois pas encore qu'est-ce qu'on va attendre de cette puissance. Aujourd'hui, la France, je l'ai toujours dit, est une puissance aux yeux du monde parce que la France exploite les ressources des pays, des anciennes colonies. Et c'est ce qui fait en sorte que la France ne produit rien. J'ai toujours dit que la France ne produit rien, mais la France transforme nos ressources dans son pays. Et nous avons compris ça. Et nous avons compris ça. Et c'est ce que les gens doivent combattre. Et c'est ce genre de comportement que nous devons combattre. Nous devons nous raviser pour dire que sans la France, nous pouvons nous développer. Depuis un bon moment, se dessine un nouvel ordre mondial. Un ordre qui se dessine dans la douleur avec la guerre en Ukraine, la guerre au Sahel, le bras de fer entre les BRICS et le G7, entre autres. Le Niger doit-il croiser le bras et continuer à regarder les autres se positionner ou bien a-t-il déjà fait son choix? Des questions dont les réponses vont inéluctablement peser sur son devenir, comme on peut l'imaginer. Le ministre de l'Intérieur et le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés en visite au Niger ont co-animé un point de presse cet après-midi à Niamey.
Il porte sur la participation du Niger au deuxième forum mondial sur les réfugiés qui se tiendra en décembre prochain à Genève. Youssouf Haïdara et Omar Boukari pour les précisions. Lors de ce point de presse, le ministre de l'Intérieur a expliqué les raisons pour lesquelles le Niger a été choisi pour participer au Forum mondial sur les réfugiés qui se tiendra en décembre prochain à Genève. Le ministre a ajouté que si le Niger participe, il le fait en tant que coparrain à côté de l'Ouganda. Cet honneur qui est fait au Niger est dû simplement aux efforts reconnus par la communauté internationale, les efforts que le Niger donc n'a cessé de déployer en faveur des réfugiés qui ont décidé, qui ont choisi de vivre sur notre territoire. Le Niger, en ce moment précis, accueille environ 300 000 réfugiés. À ces 300 000 réfugiés s'ajoutent à peu près 400 000 déplacés internes. Donc vous voyez que le chiffre est énorme. Et malgré les défis sécuritaires et toutes les autres formes de défis, le Niger continue à y faire face. Le Haut-Commissariat aux réfugiés se réjouit de l'approbation du Niger à coparrainer le Forum mondial sur les réfugiés. Pour Filippo Grandi, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, le Niger et sa générosité envers les réfugiés seront un exemple pour les autres pays et sera une opportunité pour que les bailleurs soutiennent le Niger. Nous nous réjouissons énormément que le Niger ait accepté de jouer ce rôle de pays coparrain du prochain forum, du deuxième Forum mondial pour les réfugiés qui va se tenir à Genève dans quelques mois. Et ce matin, lors d'une audience qui m'a été accordée par le président Bazoum, cette participation, ce rôle a été confirmé et sa participation a été confirmée. Je suis sûr en fait que ça sera pour lui aussi l'opportunité d'un côté de parler de l'expérience du Niger en matière d'accueil et de l'autre d'inspirer en faisant cela d'un côté plus d'appui international pour le Niger qui rend un service à la communauté internationale en hébergeant des réfugiés. Mais de l'autre côté, j'espère que tout cela va inspirer d'autres pays à suivre cet exemple. Le haut-commissaire Filippo Grandi est à sa 5e visite au Niger depuis 2016. Il a insisté sur le fait que le Niger est une île de stabilité généreuse envers les réfugiés et aussi les déplacés internes. Raison de plus pour que les bailleurs s'y penchent sur sa situation. En prélude à la tenue de la conférence mondiale des radios, télévisions et de la poste à Dubaï, les experts de la CEDEAO sont à Niamey pour une réunion. L'objectif est de raccorder les valeurs pour que les pays de la CEDEAO puissent parler d'une même voix à la conférence de Dubaï. N'est-ce pas, Balma Bourema? Les États membres de la CEDEAO veulent parler un même langage lors de la réunion préparatoire au niveau africain en août prochain au Cameroun et de la conférence mondiale des radios-télécommunications prévue à Dubaï aux Émirats arabes unis du 26 novembre au 15 décembre 2023. Pour cela, la commission de la CEDEAO a mobilisé les experts en la matière à Niamey pour définir les stratégies de la région ouest-africaine. Pour le directeur général de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP, cette rencontre de Niamey est d'une importance capitale. Cette 4e et dernière réunion préparatoire témoigne de la volonté de nos États de développer les communications électroniques en général et d'assurer une gestion efficiente et rationnelle du spectre radioélectrique de fréquence en particulier. Dans l'optique de tirer le meilleur profit du potentiel qu'offre le TIC et de réduire la fracture numérique entre les peuples, nous avons le devoir d'exceller en matière de gestion et de planification de cette ressource rare qu'est le spectre radioélectrique pour les services existants et futurs.
Pour le représentant de la communication de la CEDEAO, cette rencontre permet de faire le point des différentes rencontres et de dégager les perspectives dans la gestion des spectres de radiotélécommunications. L'acte supplémentaire de 2007 pour la gestion des fréquences et du spectre qui vise à établir un cadre pour les orientations et pour harmoniser les conditions pour ce qui est de la disponibilité et de l'utilisation efficace des spectres radio, les bandes passantes pour le bon fonctionnement du marché d'éthique de la zone de la CEDEAO. Et c'est conformément aux exigences du traité et dans le cadre de l'acte supplémentaire que En prononçant le discours d'ouverture, le secrétaire général du ministère de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information a invité les experts venus des 15 pays de la CEDEAO à la compréhension afin de dégager une position commune à intégrer dans celle de l'Union africaine. Faut-il le rappeler, la mission du secteur des radiocommunications est d'assurer l'utilisation rationnelle, équitable, efficace, économique du spectre de fréquences radioélectriques par tous les services de radiocommunication, y compris ceux qui utilisent les orbites des satellites, de procéder à des études et d'approuver les recommandations sur les questions de radiocommunication. Pour s'acquitter de cette mission, le secteur des radiocommunications de l'IT s'efforce de créer les conditions idoines pour le développement harmonisé et l'exploitation efficace des systèmes de radiocommunication existants ou futurs, en tenant compte des intérêts de toutes les parties concernées. Durant 4 jours, les experts vont se pencher sur les questions liées aux radiotélécommunications. Le Niger a déjà fait part de ses propositions au cours d'une rencontre qui s'est tenue le mois dernier. Et puis au front social, le syndicat national des agents de l'économie a rendu public ce matin une déclaration dans les jardins du ministère du Plan. La déclaration est relative à la situation du personnel et du ministère lui-même qui serait de plus en plus délétère selon le dit syndicat. Résumé avec Abdurrahman Inouseïssa. Rien ne va plus entre le ministre du Plan et le personnel de son département ministériel. Malgré des sessions de négociations prometteuses au début, ayant même fait l'objet de projets d'accords écrits, le climat est devenu délétère, selon eux, du seul fait du ministre du Plan. L'Eben Sinaï a fait preuve de sagesse et de responsabilité tout au long des négociations, ce qui n'a pas été le cas du ministre du Plan et ses représentants. À cette date, ces deux projets de documents font l'objet de dilatoires par la partie du ministre du Plan, dont nous ne savons pour quelles raisons lui et ses représentants au comité traînant du pied pour les signer enfin. À cet égard, l'Eben Sinaï tient à informer l'opinion nationale et internationale de la crainte bien justifiée des agents du ministère du Plan devant les menaces qui pèsent sur leur devenir et le devenir de la structure du ministère du Plan. Deux gros reproches sont faits au ministre Abdou Rabiou. D'une part, sa gestion cavalière et patrimoniale du ministère du Plan. Après plus de 24 mois de gestion à la tête du ministère du Plan, le ministre Rabiou semble faire le choix de sacrifier l'administration du Plan par son refus manifeste d'être à l'écoute de ses collaborateurs. Le ministre Rabiou également concentre dans ses mains l'essentiel des dossiers qui peuvent avoir des retombées ou qui sont susceptibles de permettre d'accorder les moindres marchés. Et ces marchés, nous savons à qui ils sont attribués. Aussi, entre les 2 années de son magistère, les rares avantages concédés aux agents du ministère ne font que s'amoindrir du jour au lendemain. Et d'autre part, certaines décisions préjudiciables aux intérêts du pays. Le ministre Rabiou, ou par incapacité ou par sadisme, a accepté, dès sa prise de fonction, de la fermeture unilatérale par la Banque mondiale des 2 projets God et Pimela, non moins importants pour la population, en cours de mise en œuvre sans concertation avec les techniciens du ministère et les ministères sectoriels concernés, encore moins des populations bénéficiaires. Au vu des constats déjà engagés, une telle concertation aurait permis de sauver ce qui est possible de sauver pour ne pas faire payer au Niger une dette inutile. Il s'agit de fonds contractés à crédit au nom de ces populations, mais le ministre Rabiou et son clan en font une affaire personnelle. Cette déclaration du syndicat national des agents de l'économie sonne comme un avertissement, mais aussi
comme une alarme selon le personnel quant au risque de naufrage certain du ministère du Plan, un département stratégique indispensable s'il en est dans la mobilisation de ressources et la mise en œuvre des politiques publiques de développement. Au Front social, toujours cette fois-ci avec l'Union nationale des enseignants contractuels du secondaire INEX, où plusieurs enseignants de ce dit syndicat ont vu donc leur pécule est bloquée par le ministère de l'Éducation nationale. Une situation dénoncée par le dit syndicat. Plus de précisions dans ce compte rendu. La situation des enseignants contractuels de l'Union nationale des enseignants contractuels du secondaire INEX se complique davantage avec le blocage des comptes et pécules de certains de ses membres, qui totalisent aujourd'hui 4 à 3 mois d'arriérés de pécule. Une situation dénoncée par le premier responsable de l'INEX. Depuis maintenant 4 mois, les comptes CCP, les comptes d'épargne de nos camarades ont été abusivement bloqués à la demande donc, du ministère de l'Éducation nationale. Ces camarades se sont retrouvés privés du minimum vital pour certains pendant 3 mois, et pour d'autres jusqu'à la date d'aujourd'hui, il y a encore 5 comptes qui n'ont pas été débloqués. Donc ces camarades accusent maintenant 4 mois sans salaire, sans épargne et sans aucune décision administrative ou judiciaire. Le ministère de l'Éducation nationale a abusé et les camarades là sont laissés à eux-mêmes. Selon le délégué général de l'INEX, malgré la décision de la justice en leur faveur, le ministre de l'Éducation nationale refuse toujours d'obtempérer à cette décision. Le problème, sans risque de nous tromper, le problème se situe au niveau du ministère de l'Éducation nationale. C'est eux les méchants, c'est eux les vrais méchants, c'est eux qui se glorifient, qui se gargarisent de leur méchanceté à anéantir tout celui qui ose lever la voix pour critiquer leur mauvaise politique éducative qu'ils sont en train d'instaurer et qu'ils ont instauré, je voudrais dire, dans ce pays-là depuis plus d'une dizaine d'années. Pour information, avant même notre décision de justice favorable, l'agence judiciaire de l'État a demandé à ce que ces comptes-là soient débloqués jusqu'à ce que nous avons obtenu cette décision de justice. Et malgré l'obtention de cette décision de justice, il peine encore à obtempérer. L'Union nationale des enseignants contractuels du secondaire INEX, par la voix de son premier responsable, se dit plus que jamais déterminé à poursuivre le combat jusqu'à satisfaction totale de ses revendications. Aussi, face à cette question, ils sont aujourd'hui une quarantaine d'enseignants contractuels du secondaire de l'INEX qui se trouvent aujourd'hui dans cette situation. Autre aspect de cette édition, l'école primaire Talagué 3 a abrité ce matin la cérémonie de journée de l'excellence organisée par l'ONG, Organisation nigérienne des éducateurs novateurs nigérienne, au profit des apprenants de l'initiative et stratégie de scolarisation accélérée Passerelle. Plusieurs invités ont pris part à cette cérémonie financé par l'ONG Strom. Hussein Assoumi et Ibrahim Ousmane pour les précisions. L'Organisation nigérienne des éducateurs novateurs ONEN a porté son choix sur l'école Talagué 3, l'un des 20 centres des 5 arrondissements communaux de Niamey, que couvre son initiative et stratégie de scolarisation accélérée par Passerelle SSAP ou École de seconde chance pour célébrer l'excellence de ses apprenants qui se sont fait distinguer. Le coordonnateur fait une brève présentation des centres et de son institution. C'est des centres SSAP, stratégie de scolarisation accélérée Passerelle, qui consiste à recruter des enfants, des centres inclusifs, y compris les enfants qui sont porteurs de handicap, à les prendre en charge pendant une année. À la fin de l'année, on les évalue pour pouvoir les transférer. L'ONG ONEN, c'est une ONG nationale qui a vu le jour en 2000. Donc aujourd'hui, c'est une ONG qui a l'âge d'argent. L'âge d'argent, c'est-à-dire nous avons notre ONG à 23 ans d'existence. Sur cet intervalle de temps,
l'ONG s'est fait remarquer parmi les ONG nationales. La mairesse de l'arrondissement communal Niamey 4, elle est revenue sur la répartition des 816 apprenants enrôlés par l'ONEN en ces 2 années de campagne à Niamey. Pour la campagne 2021-2022, 271 apprenants enrôlés, dont 14 filles et 50 enfants handicapés. 264 apprenants, dont 112 filles sur l'ensemble enrôlés, sont évalués positivement et transférés dans les écoles traditionnelles, soit un taux de transfert de 97,41%. Pour la campagne 2022-2023, 545 apprenants enrôlés, dont 249 filles et 115 enfants handicapés, 523 apprenants, dont 242 filles sur l'ensemble enrôlés, sont évalués positivement et transférés dans des écoles traditionnelles, soit un taux de transfert de 95,95%. Auparavant, le président de la Fédération régionale des personnes handicapées a rappelé les réalisations faites en faveur des personnes handicapées pour leur faciliter l'apprentissage. Ainsi, 10 meilleurs apprenants, dont 5 filles et 5 garçons, sur les 20 centres ont été primés, dont les premiers de chaque catégorie ont obtenu 9,96 de moyenne. Des témoignages de satisfaction ont été décernés à 3 animateurs qui remplissent des critères préalablement établis, à un membre du comité de gestion et la coordinatrice pays de l'ONG Istrom, partenaire financier de l'ONEN. De l'éducation à la santé, l'hôpital général de référence, l'hôpital national de Niamey et celui de La Mortée et la maternité Isaka Gazobi bénéficient de moniteurs de surveillance multi-action de la part de l'ANSI à travers donc un groupe de jeunes Nigériens qui ont conçu et fabriqué le matériel au Niger. Ce dont a été réceptionné ce matin par le premier responsable de la santé publique au Niger, Boubkar Amadou, pour le compte rendu. Établissement public à caractère administratif, inauguré le 2 août 2016, l'hôpital général de référence de Niamey fait partie des centres de santé bénéficiaires des moniteurs de surveillance multi-action. Centre de référence, l'hôpital dispose de toutes les unités nécessaires pour son bon fonctionnement. Ces unités, selon son directeur général, nécessitent une surveillance régulière des patients, d'où l'intérêt de disposer de matériel de surveillance adapté pour lesquels la maintenance sera facilitée par les équipes locales. Cet équipement sera mis à disposition aussi dans les unités de soins intensifs et les services de réanimation des autres structures de 3e niveau de la ville de Niamey. La cérémonie qui nous réunit ici aujourd'hui permettra donc de renforcer en équipement notre institution et les autres structures de niveau 3 de Niamey et ainsi donc d'améliorer les prestations offertes. Ce matériel offert gracieusement à ces grands centres de santé est fabriqué au Niger par un groupe de jeunes Nigériens sous la houlette de l'Agence nationale pour la société de l'information ANSI. Il marque le point de départ pour la digitalisation des hôpitaux nationaux de la capitale. À partir de 2018, l'année où ils ont été récipiendaires du premier prix, tout un accompagnement s'est mis en place pour que cette start-up soit dans les meilleures conditions possibles, pour que cette start-up dispose de tous les moyens nécessaires pour rendre effectif le résultat de leurs travaux. Cette cérémonie marque un double objectif pour le premier responsable de la santé publique au Niger, réceptionner le matériel et aussi féliciter et encourager l'ANSI et ce groupe de jeunes Nigériens qui ont œuvré pour la réussite de ce projet dont les plus hautes autorités du pays accordent une attention particulière. Ces moniteurs développés par la start-up YAIMEC sont destinés aux différents services de réanimation, aux boxes de consultation des différents hôpitaux, comme l'hôpital général de référence, l'hôpital national de Niamey, l'hôpital Amirou, la maternité Issa Gazobi. Et ces équipements visent à améliorer ou à relever le plateau technique de ces formations sanitaires que je viens de citer, à améliorer la qualité de soins, mais surtout la promotion du biomédical, en tout cas Med Niger.
dans le souci de digitaliser les centres de santé. ANSSI, avec l'accord du président de la République et du ministère de la Santé publique, entend procéder très prochainement à la connexion de 300 centres de santé sur toute l'étendue du territoire national. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.